Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je reviendrai sur la petite et grande distribution comme je vous avais précisé dans le précédent podcast, entre autres pour interviewer une personne sur la petite distribution, sur des artisans ou des petits commerces. Je le ferai très prochainement. Voilà. Non, aujourd'hui, j'aimerais encore une fois de plus vous parler de l'actualité, de l'histoire, de la géopolitique, qui ne va certainement pas vous intéresser du tout, je le sais. Cela dit, quand on vous dit que la crise actuelle Ukraine-Russie, c'est à cause de cela que nous avons un impact sur les carburants. Eh bien non, encore une fois de plus, ce n'est pas seulement à cause de cette crise. Il faut savoir que le prix du baril n'est pas si cher que ça par rapport à d'autres fois, où ça a été beaucoup plus cher au niveau du baril, mais au niveau de la pompe à essence, les prix restaient très corrects. Donc tout simplement, pourquoi les prix à la pompe à essence sont si élevés, sont si excessifs. D'ailleurs, je ne sais même pas comment font les gens qui travaillent vraiment avec leur voiture tous les jours et font des grands parcours tous les jours. J'espère pour eux que leur employeur prend en charge évidemment une partie de ce carburant. Bon, bref, en tout cas, tout simplement pour vous dire que tout simplement, mais malheureusement, c'est à cause des taxes qui sont énormes de l'État en fait, que applique l'État. Mais pourquoi et comment? Posez-vous la question. Tout simplement, c'est aussi pour récupérer et pour commencer à rembourser une partie de dette de l'État. Voilà la manière dont il ne va pas augmenter les impôts, mais d'une certaine manière, il va les augmenter quand même, puisque justement, c'est sur les charges des carburants. Et c'est pas seulement à cause d'une crise. La crise est à cause d'une crise, à cause d'une guerre ou d'une crise dans d'autres pays, ou producteurs ou consommateurs ou distributeurs de gaz ou de fioul. C'est aussi parce que l'avant-crise Covid où il y a de l'argent un petit peu partout qui a été distribué, parfois même pas forcément nécessaire ou inutile, genre quand on demande des conseils à des cabinets conseils, je ne vais pas revenir dessus, ça coûte une fortune, qu'on dépense de l'argent pour une crise sanitaire réelle, pour justement payer plus cher des soignants ou prendre plus de moyens pour soigner, pour essayer de se protéger. Bon, je vais pas revenir sur l'affaire des masques, sur l'affaire même des vaccins ou surtout des médicaments. Donc bref, là quand je parle d'argent dépensé, c'est surtout dans des choses complètement inutiles, de cabinets conseils, etc. Donc pourquoi ces taxes? Tout simplement, entre autres, c'est pour rembourser donc une partie de la dette. On ne vous explique pas tout, mais allez vous renseigner un petit peu. On a le droit, je pense, aussi de se renseigner ailleurs et pas seulement sur des chaînes que tout le monde regarde. Et vous verrez que c'est en partie à cause de cela. Sinon, le prix du baril n'étant pas si élevé, donc les taxes ne seraient pas si élevées. C'est tout simplement l'État qui commence à rembourser une partie de dette, une partie d'argent déboursé, bien sûr. Mais quand c'est de l'argent déboursé, encore une fois de plus, qui c'est qui trinque, qui c'est qui paye? C'est toujours nous. Parce qu'en fin de compte, on paye doublement finalement, tout simplement. On paye doublement. Et ça, c'est pas normal du tout. Donc c'est pas normal non plus que tous les candidats parlent de leur projet, de leur programme, de leur budget à venir. Et c'est pas parce que des présidents qui étaient donc candidats n'ont pas fait de débat avant que il ne faut pas que ce cher président ne le fasse pas. Ça manque beaucoup d'humilité, je trouve, parce que ça veut dire que quelque part, il sait déjà qu'il va être au deuxième tour. Et ça déjà, rien que par humilité ou par respect vis-à-vis de son peuple, de France et aussi d'autres candidats.
Surtout que voilà, en période où c'est quand même, il sait bien parler, il sait bien parlementer quand il s'agit de juste parler. Mais quand il s'agit de débattre et d'expliquer le budget et aussi de prévoir ce qui va se passer pour l'avenir, ça c'est autre chose. Je pense que si Mitterrand, Chirac ou je ne sais qui encore comme président ne l'ont pas fait, eh bien ces mêmes présidents ont certainement fait des choses ou appliqué des choses, genre ne pas forcément tout le temps emmerder les Français, que lui se permet de faire, par exemple. Donc il a qu'à suivre aussi leur exemple à ce niveau-là. Bon, bref. Et puis pourquoi je voulais vous parler aussi de cette crise Ukraine-Russie, pas seulement aussi pour cette soi-disant hausse de carburant qui serait une cause, enfin une répercussion directe sur nos carburants à nous, eh bien non, ce n'est pas seulement pour cela. Voilà. Et oui, donc si vous étudiez, si vous revoyez un petit peu l'histoire, moi je ne vais pas prendre parti ni d'un côté ni de l'autre, parce que c'est déjà assez compliqué comme ça, la géopolitique, c'est très compliqué, mais je vais quand même juste, parce que mine de rien, j'essaie de voir un peu, j'essaie de m'informer, de voir ce qui s'est déjà passé avant. Et puis de toute façon, moi je pars du principe qu'un mort, c'est déjà un mort de trop. Donc il faut absolument trouver des bons diplomates pour parlementer, non pas des diplomates de pacotille. Là, c'est sûr que quand on a été, et encore une fois de plus, c'est pas péjoratif ce que je vais dire, si on n'a fait que des études de banque, de compte, etc., il y a des gens, ils ne sont pas forcément diplomates, donc il faut des vrais diplomates pour parlementer avec des chefs d'État. Donc en l'occurrence, ce qui se passe actuellement, ce n'est pas d'aujourd'hui. Si vous allez voir un petit peu Ukraine, Russie et il y a quelques années, 2014, si vous allez voir, il y a les accords de Minsk qui expliquent très bien. Il y a eu un accord 1, un accord 2 que devait normalement respecter l'Ukraine. Bon, après, c'est très compliqué, les histoires de terre avec le Donbass, avec certaines parties en Russie. Enfin bon, c'est vraiment, en fait, c'est vraiment deux pays qui sont tellement côte à côte, qui se touchent, qui ont des choses en commun, que c'est quand même c'est vraiment de la géopolitique. Cela dit, à cette époque, l'Ukraine devait respecter les accords de Minsk. Allez voir, les premiers accords, c'était d'ailleurs, ça avait été signé d'ailleurs avec Hollande, Merkel et d'autres encore, qui n'ont pas été respectés. Donc c'était pour un cessez-le-feu, pour trouver des accords, parce que bon, déjà ils attaquaient justement certaines parties de la Russie, entre autres le Donbass, et donc il n'y a pas eu de cessez-le-feu. Donc il y a eu une deuxième accord de Minsk, rebelote, on essaie de trouver des accords entre les deux. Bon, ça avait été signé, et puis apparemment l'Ukraine n'a toujours pas respecté ces accords. Donc c'est pour ça, quand on dit qu'il y a eu des milliers de morts à cette époque au niveau puis même il y a encore pas longtemps dans le Donbass, moi je vais pas prendre parti du tout pour la Russie, c'est juste pour vous expliquer que c'est pas d'aujourd'hui, c'est pas comme ça d'un seul coup on va envahir et bombarder l'Ukraine, ça s'est pas fait comme ça date déjà d'il y a 9-10 ans. Donc voilà, moi je vous dis, c'est juste de la géopolitique, donc qu'on prenne absolument parti pour un pays. Il faut se méfier, parce que quand on voit que l'Amérique fait tout pour que justement les gens prennent parti pour ce pays, et puis après ils s'en vont directement, parce qu'ils étaient quand même bien appliqués en Ukraine aussi, donc et puis après hop, on dit plus rien parce qu'on ne veut pas s'impliquer plus. En gros, on fout la merde et on se barre, quoi. C'est un peu ça. Mais bon, cela dit, ce sont des frères, les Ukraine, Russie, ce sont vraiment des frères. Donc c'est pour ça, même entre eux, je pense que ça en arrive là, et ils sont, je pense, contre ça aussi. C'est quand deux chefs d'État malheureusement décident de se faire la guerre, le peuple, c'est toujours lui qui trinque. Mais cela dit, allez vous renseigner, Ukraine, Russie, accord de Minsk, allez voir vraiment. Je pense qu'ils vont d'ailleurs signer un troisième accord de Minsk, qui j'espère sera respecté de deux côtés. Je prends un exemple qui n'a rien à voir, mais c'est si par exemple vous avez votre voisin qui tous les jours
je vais prendre un truc qui vous met tous les jours des poubelles chez vous, qui vous balance ces crottes de chien, enfin je dis n'importe quoi. Si tous les jours, pendant des mois, des semaines, voire des années, il y a votre voisin qui vous fait ça tous les jours, et ben peut-être que même si vous êtes le plus pacifiste des personnes, peut-être qu'un jour vous allez prendre vous-même vos poubelles et vous allez les balancer chez le voisin, ou même peut-être pourquoi pas en venir aux mains, ou peut-être plus à la violence. Parce qu'à un moment donné, quand on respecte pas le voisin et celui d'à côté, ou quand en tout cas on ne parlemente pas avec, et qu'on s'est dit non, on va arrêter de faire ci, et qu'on le respecte pas, peut-être qu'à un moment donné effectivement il y a des tensions et il y a de la violence. Et puis là, quand c'est évidemment des grands pays où il y a plein d'autres choses en jeu au niveau des matières premières, etc., etc., donc là c'est encore autre chose. Mais c'est juste pour encore une fois de plus, moi je trouve que c'est catastrophique qu'il y ait des morts, surtout des civils, qu'il y ait autant des habitations qui sont détruites. Moi je trouve que c'est horrible de toute façon, que ce soit dans n'importe quel pays. Mais à un moment donné aussi, il faut se poser la question de quoi ça part, comment c'est arrivé. Voilà, il y a quand même une histoire derrière qui nous dépasse en tant que même Européens, même si encore une fois de plus, il y a quelques années, on s'est aussi mis dans le contexte de diplomates pour arranger les choses. Mais voyez et lisez, étudiez. Et le problème des journalistes actuels, c'est que pas tous, heureusement, mais il y en a beaucoup, malheureusement, comme il faut faire il faut faire du chiffre, il faut faire des gens qui regardent. Eh bien le problème, on fait du sensationnel, mais du sensationnel pas pour informer, du sensationnel pour juste oh là là, vous avez vu, il y a tant de morts, vous avez vu, machin, il a fait ça. Non, là ce n'est plus de l'information. Je trouve que notre information, c'est devenu, et sans être péjoratif non plus, ce sont deux journaux qui sont respectables parce qu'ils trouvent des lecteurs, qui sont en train de faire du Ici Paris ou du France Dimanche. Donc là, on est en train de parler de perte d'humains, on est en train de parler de morts, on est en train de parler de pays qui s'affrontent réellement, mais pas seulement comme ça du jour au lendemain. Donc c'est pour ça, il faut être sérieux quand on parle de quelque chose, et il faut savoir de quoi on parle. Je pense que les journalistes, à un moment donné, ceux qui font de la politique, ça existe, les journalistes, c'est le journalisme, c'est vraiment un panel très 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 varié. Et tant mieux, parce qu'on peut trouver son compte dans tout. Journalisme people, journalisme de spectacle, journalisme plus pour justement aller vous montrer, aller voir des guerres. Et puis il y a aussi des journalistes historiques, politiques. Et c'est là où il faut s'y connaître en politique et en géographie. C'est pas seulement le problème, c'est que souvent ce n'est même pas des journalismes, c'est seulement juste des présentateurs qui sont là pour parler, informer, mais ce ne sont des fois pas forcément des journalistes. Ils n'ont pas forcément leur carte de presse non plus. Donc c'est pour ça, il faut faire attention à tous ceux qui parlent. Et puis alors, encore une fois de plus, moi ce qui je trouve effrayant, c'est quand on voit des philosophes, des écrivains qui sont pas sortis de leur coquille depuis des mois, des années, et hop, parce qu'il y a une guerre, ça y est, on vient parler, on vient se montrer, etc. à la télé. Je trouve que c'est un peu limite, quoi. Donc c'est bien que tout le monde en parle, que tout le monde essaie de trouver des solutions, c'est très bien, mais les solutions, c'est déjà entre les deux pays que ça va se trouver, et avec de la diplomatie, et surtout avec une histoire et une géographie derrière. Et ça, attention, c'est pas dit à tout le monde de forcément solutionner des choses entre des pays qui ne se connaissent pas, avec des gens qui ne connaissent pas forcément la vraie crise et le vrai problème. Voilà, j'espère que intéressez-vous vraiment à l'histoire, intéressez-vous vraiment à pourquoi et comment ça se passe et comment ils en sont arrivés là. Et encore une fois de plus, je ne suis absolument pas pour la Russie, et je ne suis surtout pas pour une guerre, pour la violence, pour la mort de civils, ou même d'ailleurs de pas de civils, quand on voit qu'on va peut-être envoyer d'autres militaires qui n'ont rien à voir. Et puis c'est surtout que
Quand nous, on commence à parler de guerre et qu'on a une défense qui est catastrophique, même je pense pour d'autres pays, donc on ferait peut-être bien aussi de se la mettre en sourdine, essayer vraiment de trouver des vraies solutions pour justement revenir à... On est quand même en 2022, on a des technologies, on a fait d'énormes progrès et on est encore là en train de chercher en fait à ne plus être en démocratie encore une fois de plus, parce que attention, derrière tout ça c'est encore plein de droits qui s'en vont, plein de démocraties qui meurent en fait, qui meurent pour encore une fois de plus contrôler des peuples et avoir toujours le pouvoir pour l'ego, hein, le pouvoir pour l'argent hein, aussi hein, c'est tellement, il y a tellement de choses cachées derrière tout ça qu'il faut se méfier de dire ah moi je suis pour lui ou je suis pour lui ou moi je suis pour lui. Essayez de voir le contexte derrière et pas seulement voilà juste un écran là, un écran qu'on vous montre. Regardez un peu aussi les coulisses et les décors, ce serait intéressant exactement de savoir ce qui s'y passe et ce qui s'est passé. Voilà, eh bien je vous souhaite une fabuleuse journée parce que je ne sais pas où vous êtes en France ou ailleurs d'ailleurs si vous avez un super temps. En tout cas ici en Île-de-France et plus précisément en région parisienne et Paris. Et il fait un super temps, un super soleil, donc profitez, allez voir, allez admirer les petites fleurs qui sortent de partout, les couleurs, les arbres là, qui redeviennent très lumineux, très pétillants. Profitez et je vous souhaite une belle journée. Allez, ciao, ciao, à bientôt.